Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Da Silva, je suis pigiste, journaliste de données et je travaille notamment pour les pure players locaux rue 89 Strasbourg et rue 89 Lyon. Donc au programme de cette petite présentation, je vais vous parler de mon parcours. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire tout mon CV, mais mon parcours a justifié en partie ce pourquoi je me suis spécialisé dans ce domaine. Donc ça m'offre une bonne intro pour ensuite vous parler du nouvel essor du data journalisme depuis 2009. On en parle beaucoup depuis 2009 et évidemment, ça ne doit rien au hasard. Je vous exposerai quelques outils et contraintes et enfin, on conclura avec quelques limites et bonnes pratiques. Or, mon parcours en bref, moi, j'ai tout fait dans le Grand Est. Toutes mes études ont été faites dans le Grand Est. J'ai commencé par un DUT à Mulhouse très polyvalent. Donc, à l'époque, ça s'appelait Services et réseaux de communication. C'est devenu ensuite métier du multimédia et de l'information. Et c'était un DUT dans lequel on voyait beaucoup de choses et notamment du code informatique. Donc, on a étudié des incontournables HTML, CSS, JavaScript, mais également des langages d'interrogation de base de données comme le PHP. Après ce DUT, il a fallu se spécialiser. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler d'une nouvelle licence professionnelle à Metz, donc à l'époque c'était en 2009, de journalisme et médias numériques. Et je suis devenu très vite le technicien, en quelque sorte le technicien de ma promo. Et dans mes premiers stages, j'ai très vite réalisé que ces compétences techniques étaient très prisées, très valorisées. Et donc, quand j'ai commencé, quand j'ai terminé mes études et quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je me suis très vite orienté vers des piges spécialisées pour des pure players locaux, notamment rue 89 Strasbourg, qui a ouvert en 2012. Donc, je parle de nouvel essor du data journalisme. Alors, je vous ai mis en illustration une carte que vous connaissez peut-être, qui est celle de l'épidémiologiste Jon Snow. Rien à voir avec Game of Thrones, évidemment, qui date de 1854. Donc, le traitement de données n'a rien de nouveau, n'a absolument rien de nouveau. Par contre, il est devenu beaucoup plus accessible. C'est ça la dimension importante, notamment depuis l'Open Government, qui était une promesse liée au premier mandat de Barack Obama en 2009. Et c'est une initiative à laquelle beaucoup de pays occidentaux ont emboîté le pas avec leur propre politique d'open data. Donc, notamment en France, avec la mission Étalab depuis 2011 que vous connaissez certainement bien. Donc, on a beaucoup de fournisseurs de données. Ça, c'est ce qu'il y a de bien en tant que journaliste. On a évidemment des plateformes comme DataGouv ou Data Grand Est. On a des institutions comme l'INSEE ou l'EDREAL. On a des ONG et associations diverses. Et on a également des chercheurs. Donc ça, c'est pour les réservoirs de données usuels et habituels. Mais on a aussi la possibilité de collecter ses propres données. Alors, il y a deux possibilités principales. C'est en les inspirant sur des sites pour les reformater, ce qui peut poser évidemment des questions de propriété intellectuelle, ou en les saisissant à partir de zéro. Et je vous ai glissé un petit exemple local. J'avais un confrère qui observait une prolifération dans ses balades à Strasbourg du mobilier anti-SDF. Vous savez, ces accoudoirs centraux sur les bancs pour empêcher qu'on s'allonge dessus, ou les galets pointus près des halls d'immeubles. Et donc, il s'est constitué lors de ces balades une petite base de données en renseignant des adresses, le type d'aménagement, la photo pour authentifier. Et on s'est servi ensuite de cette base de données pour faire cette petite cartographie que vous voyez sur la droite. Donc, pourquoi les data journalistes visualisent? Alors, Julien a donné de bons éléments de réponse. En fait, c'est généralement la porte d'entrée quand on débute dans le domaine. Je ne connais aucun étudiant fraîchement sorti d'école de journalisme qui va me dire « Ah, moi, j'adore le journalisme de données et moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est étudier les différences entre des régressions linéaires pour trouver des aberrations ou faire des comparaisons de quantiles. » Non. Ils se disent, on va visualiser pour rendre l'information digeste et intelligible. Et c'est aussi une récompense après un travail ingrat. Là encore, je ne vous apprends rien. Traiter des données est une tâche ingrate. Donc, arriver concrètement à une data visualisation est souvent perçu, notamment quand on débute, comme une récompense après beaucoup d'efforts et de sueur.
C'est une plus-value par rapport à du texte seul et pour le dire rapidement, si vous donnez un même jeu de données à différents data journalistes, ils vous produiront certainement pas, les mêmes, visualisations et aussi donc, loi de l'offre et de la demande, on a beaucoup de bons services clés en main. Donc, quand on parle de bons services clés en main, c'est notamment, l'interface qui est très intuitive, notamment pour les novices, les rendus qui sont jolis et facilement intégrables et qui sont gratuits. Cela étant dit, le service clé en main est une arme à double tranchant et pour vous l'illustrer, j'aimerais vous parler de Google Fusion Table. Alors c'est peut-être un nom que vous connaissez. C'est un service qui a été mis à disposition par Google à la fin des années 2000 et qui permettait grosso modo de transformer un tableur en une table et la table en infographie. Il y a eu une carte remarquable du Guardian, donc pareil que je vous ai mise en illustration en 2010, où en fait le Guardian avait exposé une corrélation géographique entre des émeutes survenues à Londres en 2010 et le niveau de revenus des zones où avaient eu lieu ces émeutes. Il y a eu un large engouement de la part de nombreuses rédactions pour Google Fusion Table ensuite, sauf que en 2019, Google a décidé d'arrêter le service, de stopper ses serveurs et donc ce qui se passe aujourd'hui quand vous allez sur la carte du Guardian, c'est ceci. Donc un format à très haute valeur ajoutée, perdu et c'est un problème de plus en plus récurrent, dans des rédactions, c'est qu'on a de gros problèmes d'obsolescence, technologique, notamment parce que, on délègue, on héberge du contenu chez des prestataires qui, peuvent du jour au lendemain mettre la clé sous la porte. Il y a une solution qui est l'apprentissage du code, mais ça a aussi ses limites. Ça nécessite beaucoup d'investissement. J'ai mis beaucoup de temps personnellement, avant d'être, efficace en JavaScript, avant d'être parfaitement autonome en Python et c'est pas fait pour tout le monde. Il y avait cette mode, professionnelle à un moment donné de se demander si tous les journalistes devaient se mettre au code. J'ai toujours considéré que non parce que, voilà, on a le droit de ne pas avoir d'appétit, pour la technique et ça ne sert à rien, d'obliger, de s'y mettre, à marche forcée, enfin, voilà, d'obliger des gens à s'y mettre qui n'ont pas du tout, l'appétit pour ça. Développer sera toujours un métier, donc ça aussi, il faut bien cloisonner les choses, mais la persévérance est récompensée. Donc, les 2 avantages selon moi, c'est que vous pouvez utiliser des bibliothèques open source, donc vous n'aurez jamais ce problème d'obsolescence qu'on a décrit avant et vous aurez à disposition une très haute personnalisation de vos contenus. Les formats évoluent avec les usages. Alors j'ai commencé au début des années 2010 et il y a eu, beaucoup d'évolutions dont 2 que je voulais vous exposer. C'est qu'aujourd'hui, on pense d'abord au mobile avant l'écran d'ordinateur. Par exemple, vous connaissez peut-être le site, enfin la section du monde des décodeurs. À une époque, les décodeurs, quand ils faisaient des infographies et que les gens se connectaient sur mobile à leurs infographies, l'infographie n'était pas accessible. Il y avait un message qui disait, en gros, connectez-vous à un écran d'ordinateur. Aujourd'hui, évidemment, la doctrine a changé puisqu'on a des lecteurs qui n'utilisent que ça, notamment dans les transports. Donc, on a tendance à développer en format mobile et à se dire que ce qui marchera sur mobile marchera forcément sur écran d'ordinateur. Et les infographies statiques ont été trop vite enterrées. Alors là, pareil, on a eu un engouement pour l'interactivité, mais en fait, et notamment avec la pandémie de Covid-19, les infographies statiques ont vraiment eu à nouveau le vent en poupe. Et je vous ai notamment glissé voilà, une visualisation faite à partir des données de Santé publique France, sachant que dans la région, on a également un data scientist à Mulhouse, que vous connaissez peut-être, Germain Forestier, qui fait un tableau de bord quotidien à partir des chiffres de Santé publique France, donc des infographies statiques en Python qui sont très largement partagées. Il n'y a pas de standard préétabli dans le journalisme de données. C'est un domaine très empirique, donc évidemment, on a des diverses connaissances statistiques, mais on essuie beaucoup les plâtres et très régulièrement, et souvent croisé avec d'autres disciplines. Moi, par exemple,
au début, je faisais beaucoup de cartographie, parce que c'est un format, qui plaît en général beaucoup et qui évidemment est lié au calendrier des rédactions, notamment aux élections. Et du coup, et ben, à côté, j'ai lu quelques ouvrages de géographie pour, m'améliorer, dans l'élaboration de ces cartes. Et on a aussi des biais liés, à notre culture au sens large. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une carte de la présidentielle, des États-Unis en 2016. Donc un regard français va voir une marée rouge et se dire, «Bah, dis donc, ça vote beaucoup à gauche aux États-Unis», sauf que chez eux, les couleurs sont inversées. Donc le rouge, c'est pour la droite et oui, c'est ça, et le bleu, c'est pour la gauche. Sachant qu'il y a aussi un autre biais, c'est qu'évidemment, les zones rouges sont pas forcément les plus peuplées. Donc c'est pas forcément là où l'élection s'est jouée. Donc si on part simplement sur une choroplète très basique, on va avoir ce biais de surreprésentation de zones qui sont pas forcément, déterminantes dans le résultat présenté. Quelques pièges donc, je dis toujours qu'il faut faire attention à la logique d'industrialisation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il est tentant de recycler des modèles de visualisation pour les décliner à toutes les sauces. Notamment parce que c'est très facile de le faire avec des services clés en main. Mais une bonne data visualisation doit toujours illustrer et informer. Je vous ai glissé un exemple que je trouve, bon, pas franchement bon. C'est une carte des déplacements de Manuel Valls. Alors après, bon, visuellement, c'est un peu douteux le fait d'avoir, son visage à chaque déplacement. Vous avez une légende, mais finalement, bon, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que ça raconte? Bah, au fond, pas grand-chose. Donc il était Premier ministre, donc c'est sûr que, bah, il s'est beaucoup déplacé à Paris. Après sur le pourtour de la frontière, italienne et suisse, est-ce que c'est le Tour de France ou est-ce que c'est autre chose? Donc c'est pas clair du tout, mais c'est rendu simple. Donc on a tendance à se dire: «Tiens, on a de la donnée géographique, on va forcément en faire une carte». Or, c'est pas forcément, une bonne démarche. Attention à l'objectivation. Une visualisation seule ne raconte rien et j'insiste, beaucoup là-dessus, dès que j'ai un groupe d'étudiants, c'est d'éditorialiser, au maximum, de contextualiser et d'être, très au clair sur le fait que la visualisation complète un article. Mais elle ne fait pas un article à elle toute seule. Donc collecter des données implique des choix. Ça pareil, je ne vous apprends rien. Les données ne sont donc pas objectives et ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'elles fassent consensus. Donc il faut assumer son angle et toujours éditorialiser. Et pareil, je vous ai mis, un exemple tiré de la PQR. Donc là, c'est l'article entier. Pas de texte, rien du tout. On a, des accidents de la route et bah, évidemment, sur la route, on peut avoir des accidents de la route. Donc on a vraiment cette, tendance, ce biais-là, de visualisation seule qui est censé, expliquer l'histoire alors que, ben, ça marche pas du tout comme ça. Pour conclure, et ça, c'est lié aussi à une formation d'analyse de données que j'ai faite l'an dernier, visualiser n'oblige pas à publier. Donc chez la plupart des professionnels, la visualisation suit le nettoyage de données. Donc c'est l'étape numéro 2. C'est pas un achèvement comme je vous disais, quand on débute, il y a, cette récompense. Donc dans un cadre, professionnel, enfin chez les professionnels de la donnée, c'est vraiment l'étape numéro 2. C'est un support utile, voire indispensable à l'exploration, car il permet de s'approprier, les données de manière ludique et de documenter une méthodologie. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je fais un traitement lourd de données ou, une infographie un peu sympa, statique un peu sympa, c'est que je documente une méthodologie et évidemment des visualisations là-dessus, ça sert toujours. Je vous donne un exemple avec, les diagnostics de performance, énergétique de l'ADEME, donc qui est un peu un jeu de données, qui intéresse beaucoup en ce moment. Donc j'ai visualisé à l'horizontale la consommation des logements géolocalisés dans une zone et sur, l'axe des ordonnées, l'estimation, des gaz à effet de serre émis. Et donc vous voyez qu'il y a des lignes qui apparaissent. Et ça, c'est effectivement lié, aux 2 méthodes de diagnostic qui sont, ou un calcul sur facture, donc on a la consommation et on calcule à partir de ça, les gaz à effet de serre émis, ou la méthode dite conventionnelle où en fait on se base sur beaucoup de données, notamment la date du bâti, mais il y a toujours des formules mathématiques. Or si on visualise ça en gros, c'est pas forcém ça va pas forcément faire un article intéressant. Mais en visualisant ça et en ayant
entre guillemets «cette limite à l'esprit», je vais pouvoir par exemple me dire: «Bah, tiens, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de chercher une aberration, des schémas qui sortent justement de ces lignes et il y a peut-être une histoire à raconter derrière». Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez la moindre question, ben, je surveille le chat ou je suis à votre disposition ici.